Bonsoir à tous. Alors, je vais démarrer. Avant toute chose, j'aimerais juste vous mettre à l'aise sur le fait de participer, c'est-à-dire de poser vos questions. En fait, je ne vous vois pas, vous ne pouvez pas participer à voix haute. Malheureusement, c'est un peu le défaut, en tout cas pour moi. Mais j'aimerais vraiment, vraiment que vous n'hésitiez pas à poser des questions, s'il vous plaît, vraiment. Voilà, pour rendre cette intervention un petit peu plus humaine. Voilà, juste un peu plus entre nous. Voilà, on fait comme on peut. Ok. Donc, je vais partager l'écran. Tac, tac. Comment est-ce que je peux faire? Comme ça. Donc déjà, avant de commencer, donc le temps que je mette en route le partage d'écran, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous savez de quoi on va parler ce soir? Est-ce que ça vous paraît complètement fou? Et voilà, en fait, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Peut-être, c'est déjà la première chose qu'on peut se demander. De quoi est-ce qu'on va bien pouvoir parler? Mettre en pratique ces chakras, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est un peu flou et c'est un peu fait exprès aussi, ne vous inquiétez pas. Quasi inconnu sur ce sujet pour moi, ok, merci de partager. Il y a un petit décalage en temps de réponse, hein. Donc, le temps que je reçois vos messages, j'enchaîne. Je ne vais pas perdre de temps, ça va être un peu rapide. Ce sera une découverte pour moi. Ok, super. Tant mieux. Où il est mon PowerPoint? Donc là, je partage mon PowerPoint. Je ne sais pas si vous le voyez. Et je ne vous vois plus, du coup, à partir du moment où je partage mon PowerPoint, sachez-le. Enfin, je ne vois plus qui écrit, donc de temps en temps, je switch. Ok. Donc, je m'appelle Anne-Julie. Déjà, je me présente. Je m'appelle Anne-Julie. Je suis professeure de yoga et créatrice du concept Chakra Flow. Donc, je construis mes cours de yoga depuis des années en suivant la théorie des 7 chakras. Alors, ça veut un peu tout dire et ça veut un peu rien dire. Ça veut dire quoi suivre la théorie des 7 chakras? Les chakras, c'est quelque chose de personnel. Si je fais une posture de l'enfant, ça peut, pour moi, ça peut faire appel au premier chakra. Et puis, peut-être pour Jean-Pierre, faire une posture de l'enfant, ça va plutôt faire appel chez lui au 6e chakra. Bon, et on va voir un petit peu pourquoi. Donc, déjà, très rapidement, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va essayer de se familiariser très rapidement sur la théorie des 7 chakras, déjà dans leur globalité. Puis, l'idée, ça va être de... attendez, c'est cette slide, je ne sais pas dans l'ordre. Ouh, très bien. Je ne l'ai pas mis en page, cette slide. Donc, l'idée, ça va être de prendre 3 chakras, le 1, le 3 et le 6. Premier chakra sur le thème de l'ancrage, le 3e chakra sur le thème de la confiance et le 6e chakra sur le thème de l'intuition. Voilà. Donc, et essayer de mettre en pratique tout ça, donc de sortir de tout ce qui va être tous ces termes un peu plaqués sur notre vie, donc 3e œil, intuition, qui sonnent souvent creux, ou le summum du creux, j'ai envie de dire, ce serait lâcher prise, voilà, le truc qui veut rien dire. Enfin, ça veut dire quoi lâcher prise? Moi, il n'y a pas de problème. Je veux dire, si je paye 70 € la séance d'ostéopathie pour qu'on me dise lâche prise, ouais, voilà, ça me parle pas. J'ai besoin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise. Donc, l'idée, c'est de vous inviter en fait à développer un esprit un peu critique, au moins sur ces 3 aspects-là, pour vous approprier donc des concepts. Et on va bien évidemment utiliser le yoga et quelques petits exercices en fait pour essayer de concrétiser et s'approprier ces termes un peu galvaudés aujourd'hui. Donc, juste sur les chakras, de manière très très rapide, les chakras, c'est quoi? Alors, avant de parler de chakras, on est un peu obligé de revenir à la notion de ce qu'on appelle les corps subtils. Donc, on est dans une pratique holistique. Ça veut dire que on ne prend pas en considération. Voilà, j'ai une angine, je prends un médicament pour l'angine, j'ai mal à la tête, je prends un médicament pour la tête. Voilà, là, dans une pratique holistique, on prend aussi en considération tout un tas d'autres aspects, que vous pouvez appeler ça psychologique, mais nous, en philosophie yogique, on parle d'enveloppe corporelle, on parle de kosha. Annamaya kosha, qui va être donc le corps physique, donc la chair, les os, le sang, l'air, les poumons.
Le corps énergétique, l'énergie qui circule à l'intérieur du corps. Si vous voulez une comparaison, on va prendre le téléphone et puis l'énergie qu'il y a dans le téléphone, la batterie, le Wi-Fi, voilà, tout ce qui est invisible mais qui fait fonctionner la machine. Mano Maya Kosha, donc le corps émotionnel, donc toutes les émotions par lesquelles qui traversent notre corps, hein, les émotions. Émotion, émotéré, ça vient du latin émotéré, ça veut dire motion, mouvement. Donc l'émotion, c'est quelque chose qui passe, qui rentre, qui ressort. C'est quelque chose c'est pas quelque chose qui reste. Voilà, l'émotion, c'est un état en fait, un état passager. Le corps intellectuel, donc bien évidemment, c'est un peu ce qu'on va faire beaucoup aujourd'hui. On va essayer de comprendre, on va essayer d'intellectualiser, de réfléchir, de se nourrir, d'apprendre des nouveaux principes qui peuvent nous aider. Et puis le corps spirituel, donc le corps spirituel en yoga, c'est typiquement la fin du cours, le shavasana, le home, tous ces petits moments qui nous relient en fait au groupe où on se rend compte qu'on est un tout et qu'on n'est pas tout seul et que lorsqu'on fait quelque chose, eh bien, ça résonne aussi autour de nous. Donc, c'est ça que j'appelle la spiritualité pour moi. Au-delà de la religion, au-delà des croyances, de l'astrologie et des fantômes, etc. L'aspect tout simplement, on fait partie d'une planète qui fait partie d'un système avec des saisons, avec des cycles de jours, de nuits. Voilà. Donc tout ça, en fait, ça fait partie de nous. Et les chakras, qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? Les chakras, ils appartiennent au corps énergétique, Pranamaya Kosha, mais ils ont une influence sur tous les autres corps. C'est pour ça que quand on parle de chakra, on parle, par exemple, quand on parle du premier chakra, on parle du coccyx, donc on le relie au corps physique, on parle d'ancrage, on parle de sécurité, donc la sécurité, c'est une émotion. On parle, dans le 7e chakra, par exemple, on parle beaucoup de spiritualité. On dit qu'il n'est pas situé physiquement. Donc, vous voyez, il y a des chakras qui vont être plus ou moins qu'on va plus ou moins relier au corps physique, plus ou moins au corps émotionnel et intellectuel. Bon, voilà. Tout ça pour dire que les chakras, ça va être un rond-point. Vous imaginez que notre énergie circule dans des réseaux d'autoroutes qu'on appelle, nous, des nadis. Donc, le système des chakras, c'est tout un tas de nadis, de canaux, dans lequel circule l'énergie. C'est pour ça qu'on est dans le corps énergétique. Imaginez qu'à un moment donné, ces nadis se croisent, ces canaux se croisent, il y en a 72 000. Donc, ils se croisent et puis ils forment, imaginez vraiment ce petit rond-point. Voilà, ils forment un nœud, une pelote de laine. Et ce nœud-là, en fait, c'est ça un chakra. Ça va être vraiment le lien entre toutes nos énergies. Donc, ça circule et c'est censé circuler bien, sans embouteillage. Et donc voilà, évidemment, on a tous des blocages, ce qui fait qu'on a tous à un moment donné des choses qui peuvent coincer. Donc ça, c'est sur l'aspect vraiment yoga. Je passe un peu les slides parce qu'on n'a qu'1 heure. Je regarde s'il y a des questions. Ok, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Pas de ce que je vois en tout cas. Et mon PowerPoint, il est là. Donc, les chakras sont liés à la médecine traditionnelle indienne. C'est pour ça qu'on médecine traditionnelle indienne prend en compte bien évidemment les saisons. Si vous avez déjà entendu parler d'Ayurveda, donc la médecine traditionnelle indienne, qui n'a rien à voir avec le yoga, juste une parenthèse. Dans la médecine traditionnelle indienne, on considère, comme dans la médecine chinoise d'ailleurs, qu'il y a des éléments, que la Terre est construite, que nous sommes encore une fois, faisons partie d'un tout. Il y a le vent, il y a le feu, il y a l'air. Et donc, encore une fois, on est sur quelque chose de très global, très holistique, qui prend en compte tout l'univers qui nous entoure. Et puis, les chakras ne sont pas visibles, donc ne me demandez pas où est-ce qu'il est. En fait, c'est peut-être symbolique. Peut-être. Peut-être que pour nous, c'est symbolique. Ça, c'est à vous de voir. C'est votre système de croyance. Mais ils ne sont pas visibles. Voilà. Donc, on est sur le corps énergétique, donc il n'y a pas le disséquer lors d'une autopsie. Donc, chakra, ça veut dire quoi? En sanskrit, ça veut dire roue. Peut-être vous connaissez la posture de Chakrasana, qui est la posture de la roue, que moi, j'appelle le pont en général.
souvent représentés par des fleurs de lotus, donc il y a des symboles avec des pétales, comme vous pouvez le voir sur l'image, sur une ligne verticale, donc de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne, donc ça pourrait être la fontanelle, si on devait donner une vraie localisation géographique. Chaque chakra, donc, comme je l'ai dit, est relié à un élément, une divinité, un organe, une couleur, une émotion, etc. Une fonction de la conscience, etc. Ils peuvent être donc équilibrés, déséquilibrés. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de les rééquilibrer. Et même s'ils ne sont pas déséquilibrés, on peut toujours quand même travailler dessus. Et donc, ça fonctionne comme une horloge. Donc là, aujourd'hui, on va voir que 3 chakras et que 3 aspects. Mais sachez que de toute façon, quoi que vous fassiez, même si vous travaillez sur un chakra, ça aura forcément une incidence sur le reste, puisque voilà, tout est lié, tout est connecté. Donc pour les lister, que vous connaissez peut-être, donc Muladhara, le chakra racine, le premier chakra dont on va parler aujourd'hui. Le deuxième chakra, le chakra sacré, qui est au niveau du sacrum, c'est facile, sacré, sacrum, et c'est tout ce qui va être fécondité, donc organes génitaux. Manipura, on va en parler, donc qui va être en dessous du cœur, au niveau du plexus solaire. Anahata, le cœur. Vishuddha, la gorge. Ajna, on va en parler aujourd'hui. Donc la glande pinéale, enfin entre les sourcils. Sahasrara, on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est le chakra couronne qui nous relie, qui n'est pas du coup vraiment physiquement sur le corps. Petit tableau récapitulatif, vous n'avez pas forcément besoin de voir ça. Ok, je regarde s'il y a des questions. Toujours pas de questions. Donc, nous allons parler du chakra racine. Pourquoi j'ai choisi le chakra racine? Pour moi, c'est la base. On ne peut pas aujourd'hui parler de système de chakra, sans passer par le premier chakra, donc qui est vraiment le début du commencement de tout. Imaginez la création, la création de la Terre. La première chose, l'homme de Néandertal, c'est vraiment le chakra racine, c'est vraiment le corps, la matière, l'être vivant au sens vraiment très simple, très, très charnel. Donc, Muladhara, ça veut dire quoi? Mula, c'est le soutien. Dhara, c'est la racine. Donc, on parle de soutien de la racine, c'est-à-dire c'est même pas la racine, c'est ce qui soutient la racine. Donc, il y a une notion d'ancrage, évidemment, d'enracinement, dont on parle très souvent. On se dit, voilà, on s'enracine, on s'ancre, on se pose, quand on a besoin de se poser, de ressentir un petit peu nos jambes, de respirer par le ventre. C'est pour ça qu'en yoga, on commence toujours avec une respiration qui... Voilà, juste pour prendre conscience du corps, c'est vraiment la matière, encore une fois. Donc, c'est vraiment situé au niveau du coccyx, entre le coccyx et le périnée. On parle aussi de plancher pelvien, donc je reviens à la notion de plancher, de soutien. Ça peut être aussi le matelas, l'idée du matelas, donc quelque chose de ferme et de souple à la fois. Parce qu'on n'est pas sur quelque chose de dur. Voilà. On est sur quelque chose d'accueillant. En Yoga Nidra, souvent, pour ceux qui me suivent en Yoga Nidra, on commence souvent la pratique avec la sensation d'être accueilli, d'être accueilli par la terre, d'être accueilli dans le sol, d'être accueilli sur son tapis. C'est vraiment cette notion-là, donc de soutien, mais de confort. L'élément, donc, c'est la terre, la nature, les arbres, la montagne. On a l'expression de la terre nourricière, de notre mère, la terre. Donc, cela vient nous parler de... c'est un peu la pyramide de Maslow, si vous connaissez la pyramide de Maslow. Le premier besoin humain, c'est le besoin de sécurité. D'ailleurs, c'est la première chose, lorsqu'un enfant naît au monde, il a besoin de sécurité, il va s'attacher. On appelle ça l'attachement sécure. Quand je m'attache à ma mère, lorsque je viens au monde, on est vraiment sur un attachement sécure. Ce qu'on a dedans, c'est de la sécurité, c'est la première chose. Donc, sécurité au sens propre comme au sens figuré. Donc, ça peut être une sécurité émotionnelle, une sécurité matérielle, une sécurité géographique, financière, évidemment. Donc, matérielle, l'argent, c'est être équilibré dans ce chakra-là, c'est aussi... c'est pas dans la survie, c'est de pouvoir vivre aussi, voilà, de pouvoir d'être à sa place, par exemple de gagner sa vie en faisant son métier parce qu'on est au bon endroit et parce qu'on est incarné et on est soi-même aussi.
Donc, c'est prendre soin de soi, donc le côté maman, mais maman, être sa propre mère, qu'on soit un homme ou une femme, c'est la mère intérieure, celle qui va dire, OK, Jean-Luc, aujourd'hui, tu as besoin de dormir, donc voilà, tu vas pas sortir ce soir, etc., etc. Donc, c'est aussi prendre soin de son alimentation, mais c'est cette petite voix à l'intérieur de nous, hein, notre petite maman adulte intérieure. Apprendre à détecter, à écouter donc les propres besoins, associer donc à l'ancrage, donc c'est ça dont on va parler aujourd'hui, l'ancrage, la notion de force, puisque la Terre c'est fort, hein, la Terre elle est forte, hein, elle est pas fragile, mais on est dans la force, dans la pouvoir de se régénérer aussi, régénérer son énergie comme la Terre se régénère. Et puis définir notre rapport donc avec la Terre, donc la gravité, donc ça concerne nos jambes, nos pieds. C'est vraiment cette idée de s'ancrer dans le sol, un peu comme si l'être humain faisait le trait d'union entre la Terre et le ciel. Donc je passe parce que quand je vois que l'heure tourne, c'est un truc de dingue. On va tout de suite passer à un petit exercice pour mettre en pratique tout ce que je viens de vous dire. Donc alors vous pouvez rester sur votre chaise hein, si vous êtes sur votre chaise, mais si vous êtes par terre, ce sera quand même vachement mieux. Donc moi, je vais me mettre par terre pour montrer le bon exemple. Alors, je ne sais pas si... Vous allez voir mon contre-plongée, ça fait un peu freestyle. Ok, donc on va venir s'asseoir par terre si possible. Alors moi, mon pouf, il est trop haut, ça ne va pas. Je ne suis pas partie, hein. Voilà, j'ai un petit coussin de méditation. Donc, on ne va pas faire une méditation très longue, juste qu'on s'assoit les jambes croisées. Donc, plutôt les jambes croisées, ça me fait penser aussi à cette histoire de racines, ces jambes qui se croisent. Donc, j'aime bien, quand je cherche de l'ancrage, être jambes croisées et être avec les mains sur les genoux. Donc, non pas les paumes de main vers le ciel, mais vraiment les paumes de main sur les jambes, sur les genoux, donc en contact avec le corps, cet aspect donc charnel. Et vous allez donc fermer les yeux et simplement respirer donc par le nez. Et vous allez déjà noter donc les différences, parce que ça change considérablement de perception, juste de fermer les yeux. De respirer par le nez, on active notre système nerveux parasympathique. Donc on retrouve un juste équilibre. Et peut-être commencer à vraiment sentir votre corps. Et plus particulièrement, le bas du corps, le bas du ventre. Plus particulièrement encore votre assise. Donc, peut-être la sensation des ischions qui sont en contact avec votre coussin, votre chaise, votre matelas, votre tapis. Et juste emmener la conscience vraiment vers le bas. Donc, pensez à cette gravité, à cette pesanteur, cette force qui nous attire inexorablement vers la terre. Justement, en parlant de la terre, vous allez juste poser la main sur la terre, sans réfléchir. Peut-être la main, elle vient devant, côté, derrière, peu importe, juste vous allez toucher le sol. Et vous sentir de plus en plus ancré, de plus en plus posé, déposé, stable, de plus en plus en retour à soi. Reprendre encore un petit peu plus conscience de cette pesanteur. Peut-être l'autre main vient se poser sur le cœur pour sentir non seulement la pesanteur, la terre, mais aussi le souffle.
de pouvoir se sentir présent, d'être dans le moment présent. La première chose que l'on peut faire pour être dans le moment présent, c'est de prendre conscience de son corps, de sa respiration. Quand je dis prendre conscience de son corps, c'est juste sentir ses épaules, sentir le poids de sa tête, le poids de ses bras, de ses jambes, et sentir son dos fort, grand, aligné, le dos qui soutient tout le corps et qui est lui-même soutenu par les jambes, par le bassin, par notre assise, et de se sentir soutenu, à la fois soutenu et attiré par la terre. Et à la fois grande et légère, légère au niveau de la tête, des épaules. Prends une dernière respiration. Ramène les deux mains sur le cœur, la tête qui fait oui, le visage vers le cœur, pour un petit namasté à l'intérieur. Vous pouvez ouvrir les yeux et revenir comme on était tout à l'heure. Donc je vous laisse un petit temps pour poser peut-être les questions. Simplement juste noter les effets que cet exercice peut procurer chez vous. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice ? Alors oui, ça apaise, oui, super. Oui, alors cet exercice est très bénéfique pour démarrer la journée, pour démarrer ou terminer sa journée, à tout moment de la journée. Donc dès qu'il y a un moment où vous sentez que vous êtes trop dans votre tête ou trop en train de réfléchir, revenez au corps, en fait. Donc sur votre chaise de bureau, vous êtes, enfin, très simplement, sans forcément, vous n'avez pas besoin de beaucoup vous concentrer. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans le mental, pas du tout. On est vraiment dans la chair. Donc là, je suis les jambes croisées, vous ne me voyez pas, je suis sur ma chaise, jambes croisées. Et juste ça, la main sur le cœur ou les mains sur les genoux. Peu importe, l'important, c'est de fermer les yeux, en fait, et vraiment de sentir que ça descend. Ça descend. On veut vraiment vers le bas. On peut imaginer, on peut imaginer plein de choses. La méditation, c'est très, c'est open, quoi. C'est personnel. Vous imaginez ce que vous voulez. Si vous avez envie d'imaginer un arbre avec des racines et ça marche pour vous, faites-le. Si vous avez envie d'imaginer que les pieds posés bien à plat sur le sol, c'est pas mal aussi. Donc, bien les pieds à plat. Pas forcément du coup contre le dossier, les mains sur la table ou les mains sur les genoux, les yeux fermés. C'est magique. Voilà, ça marche très très bien. Donc voilà, dès qu'on a besoin de redescendre, d'être dans le corps, et le matin c'est encore mieux effectivement parce qu'on est déjà dans le corps, on est déjà, on n'est pas encore dans le mental en fait. On vient de se réveiller, donc on a la bonne énergie pour ça. Le deuxième exercice, comme vous pouvez le voir sur le slide, c'est les 3 piliers de stabilité. Donc, je vous demandais prenez un cahier, c'est toujours mieux d'écrire sur l'ordinateur. Je ne sais pas si vous avez un stylo. Si vous n'avez pas le cas, c'est pas le cas, cherchez un stylo, une feuille de papier. Et je vous laisse donc réfléchir à 3 choses
3 choses dont vous avez besoin dans votre vie pour vous sentir stable. À l'heure actuelle. Bon, d'accord? Donc, évidemment, avec les moyens du bord. Si vous me dites, bah, moi, pour me sentir stable, j'ai besoin de voyager tous les samedis, bon, c'est peut-être un peu compliqué ces derniers temps. Donc, 3 choses dont vous avez besoin pour vous sentir stable et de préférence, 3 choses qui n'ont pas rapport avec quelqu'un d'autre, mais 3 choses qui sont vraiment que vous pouvez vous offrir à vous-même. Je vous donne un exemple. De quoi j'ai besoin pour me sentir bien dans ma vie, pour me sentir présent. Bah, moi, par exemple, je sais que j'ai besoin de faire du yoga. Ça paraît un peu bête, mais voilà, j'ai besoin de faire du yoga. Alors, pas forcément d'en faire beaucoup, mais j'ai besoin aussi de faire du yoga cool. C'est-à-dire que j'ai besoin de trouver quelque chose, de bouger physiquement, mais de bouger un petit peu lentement. Voilà, je sais que ça me fait du bien, je sais que j'ai pas ça de temps en temps. Je sais que je peux vite repartir dans mes mauvaises habitudes, donc être tout le temps en train de réfléchir, être tout le temps en train de voilà, et du coup être vachement frustrée, y avoir toute l'énergie là qui monte dans le cou, dans les épaules et être très tendue. Je sais que j'ai besoin à peu près 1 fois par an, j'ai envie de dire, il y a des endroits dans lesquels j'ai besoin de retourner. J'ai besoin d'aller en Italie, dans le village de mon père. C'est très bête, mais j'ai besoin de voir, de toucher, de voir des oliviers, de voir cette lumière, cette couleur très spéciale, cette lumière vraiment qu'on trouve là-bas. J'ai besoin aussi de sentir que je suis de vivre dans un endroit dans lequel je peux voir des monuments. Par exemple, j'ai besoin, quand je suis à Paris de temps en temps, de passer devant Notre-Dame. Voilà, ça me fait du bien, ça me manque, ça m'apaise. Voilà. En fait, c'est un petit peu comme une méditation pour moi. Après, il y a des gens pour qui ça va être la lecture, le cinéma, le jardinage, cuisiner, marcher, en fait. Voilà, donc 3 choses vraiment essentielles pour vous. Et une fois que vous les aurez trouvées, posez-vous donc la question, est-ce que je laisse assez d'espace à ces choses dans ma vie en ce moment? Par exemple, je sais que mon compagnon a besoin de faire du sport, par exemple, ce qui se comprend. Est-ce que, si je lui posais la question aujourd'hui, est-ce que tu laisses en fait suffisamment de place dans ta vie? Est-ce que tu aménages ton planning, ton emploi du temps pour pouvoir te permettre en fait cette chose essentielle? Est-ce que tu t'organises pour? Je suis pas sûre qu'ils me disent oui, mais comme la plupart des gens, d'accord? Donc si c'est le cas, parce que c'est souvent le cas, et ben comment faire? Voilà, comment faire? Très concrètement, arrêter de travailler le samedi et du coup, si j'ai besoin d'aller dans la nature, tous les samedis aller me balader au bois de Vincennes, près du lac de Daumesnil. Est-ce que vraiment je m'organise, voilà, tous les ans au mois de juillet, je prends mon billet d'avion pour aller en Italie. J'ai pas le temps de dire, est-ce que je mets mon réveil 15 minutes plus tôt pour pouvoir lire 15 minutes le matin ou 15 minutes le soir, donc voilà. Il y a des gens, le matin, ça peut être très très intéressant pour mettre en place des choses qu'on n'a pas le temps de faire. Je me lève une demi-heure plus tôt pour faire, je sais pas moi, du footing. Et puis le dernier exercice, on va pas pouvoir le faire, je pense qu'on n'aura pas le temps, mais je vais voir si on a le temps de le faire à la fin. Je me le mets sous le coude, ce sera une belle façon de terminer notre séquence. Et je passe donc aux asanas, les postures qu'on peut. Alors, j'ai vraiment fait la sélection classico-classique, les 4 postures de yoga les plus classiques pour l'ancrage. Donc, alors, la première, c'est Tadasana, la montagne, la posture debout. Balasana, qui peut être donc c'est la posture de l'enfant. Je trouve que voilà, cette sensation d'avoir le ventre comprimé, on est dans le sol, on est vraiment tout recroquevillé, on est vraiment comme un petit fœtus. Mais pour moi, on est vraiment chakra 1, mais peut-être pas. Peut-être que pour vous, c'est autre chose. La posture de la pyramide Parshvottanasana pour étirer l'arrière des jambes. Très important de sentir ses jambes. Alors, là, pour le coup, c'est vraiment une posture d'étirement de jambes. Ça pourrait être grand écart. Mais, ça pourrait être plein d'autres postures. Mais celle-là, je la trouve très bien, très simple, accessible. On peut plier la jambe de devant si c'est trop intense. Et évidemment, la posture de l'arbre, à condition de
visualiser aussi cet arbre et de s'approprier son arbre, de voir c'est quoi votre arbre préféré. Moi, je sais que c'est un olivier. Donc, c'est à ça que je pense quand je fais ma posture de l'arbre. Voilà. Ça, c'est vraiment très concret, très, très accessible. On va voir donc le chakra du plexus solaire. Il y a beaucoup de choses à dire. Manipura. Donc, qu'on associe tout de suite, en général, à la confiance. Alors, on va voir que ce n'est pas si évident que ça. Hein. Et puis, encore une fois, le mot confiance, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'en ai tellement marre d'entendre « Ah, il faut avoir confiance en soi. » Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance en soi? Donc, Manipura, ça veut dire citer des joyaux. Donc, dans joyau, il y a joie, joyeux. Lumière, évidemment, c'est la couleur jaune. C'est le soleil. C'est au niveau donc du plexus solaire, peut-être on pourrait dire le diaphragme, donc vraiment en dessous des côtes, là, au-dessus du nombril, en dessous du cœur. Donc, dans les postures de yoga, très souvent, on fait des postures un peu en force, hein, lorsqu'on travaille ce chakra. Donc, c'est notre l'estime de soi. Donc, on va remplacer le mot confiance en estime. Notre capacité à faire, à agir, à faire des choix, à exprimer notre pouvoir. À exprimer notre pouvoir, c'est très important puisque parfois on a des pouvoirs un peu cachés. Voilà, donc c'est notre capacité à dévoiler un petit peu nos talents, toutes ces choses qu'on a en nous, dont on est capable et dont on ne se croit pas souvent capable. Donc il y a là aussi la notion de sagesse avec les joyaux, hein, la notion de sagesse. Donc d'apprendre à se connaître. Donc c'est un travail, c'est un troisième chakra, c'est vraiment le début de l'apprentissage de soi, mais sans masque projeté, donc sans l'ego. Donc c'est vraiment essayer de trouver le soi, faire ce qui me ressemble, en fait, faire les choses en accord avec ce que je suis, pas dans... voilà, et sans ego projeté, donc sans image, sans vouloir plaire, sans vouloir coller à une image ou à un concept. Voilà, donc la notion de confiance en soi, elle apparaît à notre époque, hein, très individualiste, et donc la société de consommation, donc on est vraiment dans ce cliché un peu, avec le risque donc d'une nouvelle injonction. C'est-à-dire que c'est un peu comme si il faut avoir confiance en soi. Et donc il y a cette nouvelle, on appelle ça la charge morale, cette nouvelle charge morale qui, voilà, il faut être quelqu'un de confiant. Voilà, pour réussir dans la vie, il faut avoir confiance en soi. Ce qui est un gros cliché, puisque évidemment, personne n'a confiance en lui tout le temps. Il y a des moments où on a confiance, il y a des moments où on n'a pas confiance. Donc, ça vient de confidérer, hein, qui est confier. Confiance, c'est vraiment confier. Et donc, c'est vraiment, encore une fois, cette notion de précieux, quoi, hein, de ce joyau. C'est quelque chose de précieux. Donc, c'est vraiment de pouvoir confier son être, hein, alors à l'autre, mais déjà à soi. Donc, vraiment prendre conscience de son pouvoir intérieur, de son trésor intérieur. Donc, le préjugé, c'est vraiment ces notions, encore une fois, ces notions très abstraites. Personne n'a confiance en soi tout le temps. Il ne faut pas confondre confiance en soi et orgueil, ou prétention, ou égoïsme, ou narcissisme, qui sont, voilà, c'est pas du tout ça. Donc, encore une fois, moi, je préfère parler d'estime de soi, de confiance en l'avenir, de capacité, en fait, à agir de manière alignée, si je puis dire. Et en fait, c'est aussi cette capacité à réussir ce qu'on entreprend. Attention, donc, le risque, c'est d'aller chercher des validations extérieures versus les ressources intérieures. Donc, encore une fois, Manipura, c'est vraiment la ressource intérieure. Donc, on pourrait résumer ça en comment devenir son meilleur ami. Donc, il y a l'art de cultiver la joie, mais il y a aussi, donc, c'est-à-dire qu'il y a cette idée quand je dis l'art de cultiver la joie, c'est l'art de la pensée positive, l'art de transformer les problèmes en solutions,
l'art de voir le verre à moitié plein. Oh là là, on est confiné pendant 6 mois. Opportunité, je vais pouvoir peut-être développer donc le yoga à la maison, le yoga en cours particulier. Bon, là, je parle pour moi en tant que professeur. Je vais pouvoir prendre du temps pour travailler sur des choses essentielles dans mon travail que j'ai jamais le temps de faire. Voilà, c'est l'art de, de retourner la situation de sorte à la voir de manière positive. Il pleut, ah ben tant mieux, je vais pouvoir regarder tout le week-end la télé avec mon chéri, etc. Donc, l'estime de soi, c'est connaître sa valeur. C'est vraiment une notion de valeur, encore une fois. Ni au-dessus ni en dessous de mes propres qualités et de mes défauts, mais c'est aussi la capacité à réfléchir à mes actes, à me réformer dans la connaissance de soi et à croire en mes capacités de résilience. Voilà. C'est ça, pour moi, l'estime de soi. Hein, c'est se parler à soi-même de manière... c'est comment est-ce que je me parle. Alors, du coup, on va faire un exercice pour ça. Déjà, vous allez vous attribuer une note de 0 à 10. Donc, vous allez vous noter. Voilà. Voilà. Alors, je vous laisse faire et vous allez me le montrer. Alors, vous n'allez pas me le montrer, vous allez me l'écrire. De toute façon, ça reste entre nous puisque vous ne me voyez pas. Il n'y a que les prénoms qui apparaissent. Personne ne vous connaît. Moi, je ne vous connais même pas. Mais c'est un petit exercice. Voilà. Vous attribuez une note de 1 à 10. Évidemment, il y a un piège, hein, mais je ne vous dis pas lequel. Super, il y en a qui jouent le jeu. Normalement, j'ai 7 personnes connectées, donc je devrais avoir, OK, 4 réponses, 3 réponses. Allez, n'ayez pas peur. C'est juste un exercice. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Okay. Merci pour vos réponses. Donc, la bonne réponse est 10. Voilà, donc on part de ce postulat de base. On est tous des 10. C'est hyper important. D'accord? Il n'y a pas d'évaluation. C'était ça un peu le piège. C'était ça un peu l'idée de cet exercice. C'est de partir du postulat que tout le monde est un 10 sur 10. Et c'est hyper important. Et c'est hyper difficile de le faire. Vous êtes tous des 10 sur 10. Vous êtes tous pareils. Voilà, on est tous au même niveau. Deuxième exercice, vous allez faire un compliment à quelqu'un. Vous pensez à quelqu'un que vous admirez, que vous aimez. Peut-être Beyoncé, Shakira, un grand écrivain. Et puis, faites un compliment. Donc, vous pouvez écrire, voilà, beau, belle, intelligent. Voilà, moi, je regarde un petit peu les réponses. Ça peut être, vous pouvez penser à quelqu'un. Alors, moi, je dis Beyoncé, Shakira, mais ça peut être quelqu'un dans votre entourage, votre mari, bienveillant, ok, super. Voilà, une qualité chez quelqu'un que vous connaissez de près, de loin, que vous appréciez, que vous appréciez pas d'ailleurs. Généreux, gentil, combatif. Ok. Très bien. Donc maintenant que vous avez ces compliments-là, ces qualités, j'aimerais que vous puissiez, donc pour la personne qui a écrit combatif, mon mari est combatif, j'aimerais que vous puissiez vous dire je suis combative. Que vous puissiez vous faire
ce même compliment à vous-même. Et si ce n'est pas celui-là, ce sera un autre. Essayez de trouver une qualité, un compliment. Alors, surtout, ne me répondez pas « Ah ouais, moi, je suis vachement organisée ». Non, un vrai compliment, un compliment, voilà, un bon compliment, quoi. Voilà. Donc, bienveillant, gentil, généreux, combatif, attentionné, un vrai compliment. Notez-le. Vous n'êtes pas obligé de me l'écrire si vous le gardez pour vous, mais écrivez-le quelque part, sur votre téléphone, sur une feuille de papier. Et gardez-le pour vous. Et juste voyez à quel point c'est difficile. Et je vous laisse avec cet exercice-là. On n'aura pas le temps de faire le 3e exercice. Je vais voir si on a le temps de le faire à la fin. Donc, je passe aux asanas. Voici des postures que l'on peut faire. Alors, déjà, il va y avoir tout ce qui est posture de guerrier. De toute façon, tous les guerriers sont vraiment des postures de confiance pour moi, hein, qui demandent de la force et qui demandent aussi d'avoir un regard très précis sur, si vous êtes en guerrier 2, en général, on regarde plutôt vers le majeur. Voilà, d'avoir vraiment quelque chose de. On est quand même. On part à la guerre, quoi. Donc, il y a quelque chose de combatif dans les postures de guerrier. Donc, ça peut être aussi de la grande. Le guerrier 1, Virabhadrasana. Tout ce qui va être posture qui sollicite la torsion, donc la compression abdominale un petit peu, tout ce qui va être force. Donc, je vous ai mis deux torsions, une fente avec une torsion et pourquoi pas des équilibres sur les mains, des corbeaux sur le côté. Et bien sûr, il faut calmer tout ça avec un pentacle, c'est le Shavasana de Yin Yoga. Voilà, si vous partez sur des postures à donf comme ça, posture sur les mains et tout, octroyez-vous un beau moment, un beau Shavasana, très important. On passe au 3e œil, le dernier chakra qu'on va voir aujourd'hui. Donc, c'est le 6e chakra, Ajna chakra, qui est situé donc au niveau de la glande pinéale. Donc, nous, on dit le point entre les deux sourcils, c'est le 3e œil. C'est vraiment le 3e œil, c'est vraiment cet espace c'est vraiment le rapport à ce que l'on voit et au sens très large. Donc, c'est lié à l'intuition. Donc, Ajna, ça veut dire centre de commande. Donc, c'est la prise de décision rapide, efficace. On pourrait peut-être même parler de perspicacité. Donc, c'est vraiment le guide intérieur. Il y a aussi la notion de sagesse, et de connaissance de soi, c'est très, très important aussi ici. D'introspection, donc de retour à l'intériorité. C'est pour ça qu'on dit qu'on ferme les yeux de l'extérieur pour ouvrir l'œil de l'intérieur. C'est vraiment l'œil qui permet le regard à l'intérieur. Donc on est vraiment sur une perception supérieure, une clarté de l'esprit. C'est un peu la boussole du mental. On est dans le mental. On n'est pas dans quelque chose de magique. C'est pas le 6e sens. C'est pas oh là là. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est pas magique. On a l'impression que c'est un peu magique, mais en fait je vais vous expliquer pourquoi ça ne l'est pas. Donc on se dit tiens, je le savais, je l'ai senti, je l'ai vu venir. En fait, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est parce que pourquoi vous l'avez senti, pourquoi vous l'avez vu venir, parce que vous avez observé, parce que c'est pas la première fois que ça vous arrive, parce que les choses qu'on observe, parce que vous commencez à vous observer, parce que vous avez compris certaines choses, vous avez vu certaines choses, et donc par la connaissance, par les connaissances et l'expérience, vous avez plus facilement accès à la solution, puisque c'est quelque chose que l'on a cultivé par l'intellect. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Donc, intuition, intuitare, ça veut dire regarder attentivement. Donc, on est dans le détail. On est vraiment dans la précision. Donc, clarifier les choses, clarifier les pensées, aller dans le précis. On va faire un exercice pour ça. Ça nous permet de résoudre des problèmes rapidement et de manière très efficace et de manière créative. C'est-à-dire que
des fois, voilà, on tourne autour du problème. Des fois, on ne sait pas pourquoi, dans un claquement de doigts, on a trouvé la solution. Et une solution, encore une fois, créative qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est ça l'intuition. Et c'est ça qu'on voudrait essayer de développer. Il y a aussi la dimension spirituellement, c'est l'élévation, c'est l'éveil. Donc on est vraiment à 2 doigts, on est tout près du dernier chakra, on est tout près du samadhi, on est tout près de l'état extrême de must of the must. Donc on est vraiment dans l'élévation, on veut s'élever à une dimension supérieure, on est dans les chakras supérieurs, on dit qu'on est dans les chakras supérieurs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ok, donc on va faire un exercice que j'ai pas noté. Là, je vais le noter. Je le changerai dans le PowerPoint après. Je vais le changer maintenant. Vous allez noter, parce qu'il y a la notion de vision, viser. En latin, viser, c'est aussi l'objectif. Hein, la visée. Mon ancienne agence de communication s'appelait Visae, c'est pas pour rien, parce qu'on avait cette notion d'objectif, de voir les choses. Donc, vous allez penser à un objectif, quelque chose que vous désirez. Je sais pas, par exemple, on a fait cet exercice la semaine dernière avec les filles de ma formation. Il y en a une qui disait, moi, je voudrais pouvoir... moi, je voudrais que les travaux dans ma maison soient terminés. Moi, je veux, cet été, je veux profiter de ma maison terminée. Voilà. Alors, ça, c'est un objectif. Hein. Exemple. Hein. Voilà. Je veux être plus riche. Voilà. Ou je veux passer plus de temps avec mes amis. Je fais exprès de dire je veux, hein, mais c'est un objectif, quelque chose auquel quelque chose que vous souhaitez. Je souhaite travailler moins. Alors tiens, je souhaite travailler moins. On va prendre cet exemple-là. Je voudrais moins travailler. Et aussi, c'est quand on se plaint, ah là, mais moi je travaille trop, nanani, nanana, et mais je voudrais moins travailler. Donc ça, c'est l'objectif. Donc je vais le noter dans le PowerPoint. Ou alors faire du sport. Quelque chose de très vague, d'accord? Et justement, c'est parce que c'est vague que ça m'intéresse de vous le faire faire. Donc c'est très vague, je voudrais moins travailler. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre objectif, vous allez aller dans la précision, dans le détail. Moins travailler. Alors, cherchez pas la solution, d'accord? Le but, c'est pas de trouver la solution ce soir. Le but, c'est de clarifier la pensée, c'est de clarifier, préciser. Si vous voulez m'écrire un exemple, écrivez-moi un exemple, parce que ce sera intéressant. Ce sera vraiment juste un exemple sur lequel on peut échanger. Donc, dans le détail, ça veut dire quoi, moins travailler? Mettons, je travaille. Allez, j'allais dire 35 heures par semaine. Je pense que personne ne travaille 35 heures par semaine aujourd'hui. Je travaille, 49 heures par semaine. Travailler moins, c'est quoi? Travailler, 40 heures par semaine. Ça, c'est déjà beaucoup plus précis. Je voudrais gagner plus d'argent. Ok. Je veux gagner combien? Mon ami, avec qui on a fait l'exercice ce week-end, elle me dit, voilà, moi, je veux pouvoir passer l'été dans ma maison. Je veux que ma maison soit terminée. C'est pas ça qu'elle m'a dit, c'est je veux être bien dans ma maison. D'accord. Après, elle sait déjà qu'elle va pas, peut-être pas pouvoir, la maison ne sera pas terminée. Donc, précisément, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux cuisiner dans ta maison? Tu veux dormir dans ta maison? Tu veux avoir une deuxième chambre pour ton fils? Tu veux avoir une terrasse? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ça veut dire quoi pour toi être bien dans cette maison au mois d'août? Ça veut dire quoi profiter de ma maison au mois d'août? Ça veut dire quoi profiter de ma maison? Parce que peut-être pour elle, c'est avoir une terrasse.
Une baignoire, pour moi, c'est pas avoir une baignoire. Moi, je m'en fous d'avoir une baignoire. Pour moi, c'est avoir une douche. Et pour elle, c'est avoir une baignoire. Pour moi, c'est être au centre-ville. Pour elle, c'est être à la campagne. Je veux déménager, je veux un meilleur, je veux un plus beau logement. Mais je veux quoi? Je veux 2 fenêtres, 3 fenêtres, 4 fenêtres. Je veux un premier, je veux un 5e étage. Je veux une cour, je veux pas de cour, je veux une terrasse, je veux pas de terrasse, etc., etc. C'est ça le travail que vous devez faire là maintenant. Et c'est tout. Il y a juste ça à faire. C'est tout. Je vous laisse faire. Et n'hésitez pas à écrire s'il y a des questions. Pas de questions? Alors, on va terminer avec... Alors, on n'aura pas eu le temps de tout faire. Hein. Moi, je m'en doutais un petit peu. Donc, vous faites la liste des choses de manière très précise. J'aimerais bien qu'on termine avec une minuscule pratique de yin yoga. Alors, je vous ai mis l'exercice 2, là, que vous voyez sur la slide, pratiquer les yeux fermés. Donc, je vous encourage à pratiquer peut-être chez vous, si vous avez l'habitude de faire les salutations au soleil toute seule, de le faire les yeux fermés. Ça, c'est un très bon exercice, parce que Ajna, c'est vraiment les yeux. Et ce qui est très intéressant, c'est de travailler donc les yeux fermés, donc de couper, en fait, ce qu'on appelle le retrait d'essence dans les 8 membres du yoga de Patanjali. Ça fait partie des outils qu'il propose pour développer vraiment sa pratique. Donc de fermer les yeux, puisque 80% des informations passent par les yeux. Et en fait, donc on se fie tout le temps à ce qu'on voit, mais justement, est-ce que ce ne serait pas intéressant à un moment donné de pouvoir se fier à d'autres choses, à des sensations donc kinesthésiques, à des sons, et puis la proprioception, elle change complètement lorsqu'on a les yeux fermés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'une pierre deux coups. On n'aura pas le temps de faire les deux. Donc, juste, on va terminer avec une ou deux postures de yin yoga. Et le yin yoga, de toute façon, on pratique toujours les yeux fermés. Donc, vous allez vous asseoir par terre, sur votre tapis, en fait. Je vais mettre l'ordinateur ici. Tout simplement. Je prends un tapis. Et on va faire juste deux postures très simples. Hop là, j'ai plus besoin de partager mon écran. Je suis en legging en dessous, tout va bien. Alors, on se met en butterfly, c'est la posture du papillon. Les plantes de pieds ensemble. Comme ça, on est dans le corps. On sort un peu du mental et on met en pratique tout ce qu'on vient de voir. Donc là, on n'est pas obligé d'avoir les pieds proches du bassin, on peut éloigner les pieds du bassin. Je me mets confortablement. Et là, hop, je me laisse tomber donc complètement vers l'avant. Et il y a la notion d'aller vers l'avant, mais aussi la notion d'aller vers l'intérieur. Vous fermez les yeux.
Dans une respiration 100% naturelle, on force à ce moment-là. On se détache de ce à quoi peut ressembler une posture. On est juste dans l'observation des sensations. Donc l'observation avec l'œil de l'intérieur, avec les trois yeux. Donc les yeux fermés, peut-être on cherche des sensations physiques. Peut-être justement se connecter aussi à la notion du silence, et plus particulièrement le sorte de silence ou de calme intérieur. Une longue inspiration, une longue expiration. Les yeux restent fermés. Et vous avez le cercle vertébral, on revient s'asseoir, on finit sur tous les yeux fermés. On décroise les jambes, on attend les deux jambes devant nous, les jambes écartées. Et on profite justement de ces éventuelles sensations qui viennent s'inviter dans les jambes, dans le dos, comme des petites fourmis, des petits mouvements, des petites sensations dans les jambes. Cette énergie dont on parlait tout à l'heure, l'énergie qui circule dans le corps, elle ajuste l'air, elle ajuste le sang, mais aussi l'énergie. Lorsque les sensations habituelles sont revenues, alors je ne sais pas si vous voyez, mais je commence à bouger un petit peu ici, puis je reviens à trouver du mouvement, et puis main derrière, les pieds devant, et on fait des mouvements de gauche et de droite avec les jambes, avec les genoux. On appelle les battements d'ailes, des ailes qui battent. Et puis, on va terminer avec un petit temps, une petite pensée positive pour finir notre pratique. Ramenez les mains en namasté en face de votre cœur. Voilà. Pensée positive, ou tout simplement une pensée de gratitude pour cultiver la joie. Peut-être simplement se remercier soi-même d'avoir participé à cet atelier. On a pris du temps pour soi.
Cœur à l'âme, vers le bas. Signe de Namasté. Merci à vous. Namasté. N'hésitez pas à écrire des petites questions pour terminer. Questions. Merci Cédric. Donc pour ceux qui savent, déjà, je fais du yoga nidra là, dans 30 minutes. Merci Sandrine. Merci Céline, merci. Ça me fait plaisir de dire ça. N'hésitez pas vraiment à poser des questions, à m'écrire directement sur mon compte Instagram, c'est très facile. Je m'appelle Anne-Julie, il n'y en a pas 36 qui font du yoga en plus, donc c'est assez simple de me trouver. Si vous souhaitez, donc j'ai une formation dédiée au chakra sur mon site web, avec évidemment beaucoup de pratiques, hein, Vinyasa, des mantras, il y a un manuel qui fait une centaine de pages. Voilà, c'est assez fourni si vous êtes intéressé sur les chakras. Et toujours une approche vraiment concrète et pas perchée. Eh bien, écoute, ouais, je pense qu'on fera d'autres lives avec Yose dans l'été. On parlera peut-être du deuxième chakra, la culpabilité, le changement, le quatrième chakra, la compassion, la bienveillance et peut-être aussi, donc, il m'en manque un, il m'en manque deux d'ailleurs, la gorge, la communication, c'est intéressant, et le dernier chakra, mais il fera 1h30. Bon, je vous laisse. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Ciao, ciao.